Ici, ils nous racontent ce qu'ils ont rencontré, ils nous partagent leurs expériences et connaissances et surtout, ils nous disent ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Bienvenue chez OB. Notre invité, c'est Monsieur Serge Richard Poutou Bonsissa. Monsieur Serge Richard Bonsissa. Bienvenue. Merci. Très heureux de vous recevoir. Très ravi. Merci beaucoup. Qui est Monsieur Serge Richard Poutou Bonsissa? Monsieur Serge Richard Poutou Bonsissa que vous voyez devant vous, c'est quelqu'un qui a des casquettes sociales un peu multiples. Mais ici, je voulais me présenter comme assistant. Je suis assistant de deuxième mandat dans une institution supérieure universitaire dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe. Mais je suis aussi un directeur général des établissements Bonsissa et MFOD qui évolue d'abord en province de Maïndombe et ici à Kinshasa. Où êtes-vous né? Je suis né à Inongo, évidemment. Dans la province du Maïndombe. Dans la province de Maïndombe. Alors, province voisine à celle de Kinshasa. Ah, exactement. Vous êtes quantième de la famille déjà? Troisième. Vous êtes un homme de combien dans votre famille? Nous sommes six, hein? Six. Et troisième de la famille, unique garçon. Voilà. Qui sont vos parents? Parents, mon papa porte le même nom que moi, Bonsissa Ferdinand, et ma mère, c'est Albertine Moanimé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre enfance? Bon, l'enfance m'a plus marqué. Ce qui m'a marqué plus dans mon enfance, c'est mon environnement. Et l'environnement où je vivais me présentait beaucoup trop d'insuffisances et cela a stimulé beaucoup trop de choses. Une certaine révolte qui a poussé à ce que je fasse ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Quelles sont ces insuffisances, par exemple? Les insuffisances, évidemment, sur le plan économique et scientifique. Parce que vous allez voir que quand on était encore jeune, dans mes idées, je cherchais d'abord à être journaliste, mais il n'y avait pas le journalisme là. Et je me suis dit, bon, il fallait devenir avocat. Et il n'y avait pas, évidemment, une filière qui puisse me faciliter à le faire. Et puis, il y avait aussi beaucoup trop de problèmes d'ordre économique, beaucoup d'insuffisances sociales qui m'ont poussé, évidemment, à sortir du commun, c'est-à-dire venir à Kinshasa, parce qu'il fallait dire que pour faire le deuxième cycle, il fallait se déplacer de la ville d'Inongo. Ce qui a fait que je m'étais déplacé pour venir poursuivre le deuxième cycle au département d'anglais, ici à l'ISP Gombe. Évidemment, certains problèmes économiques, notamment le transport pose problème. Là, je ne peux même pas lister parce qu'il y en a beaucoup. Je ne fais qu'une partie et il y en a encore beaucoup. Et tout ça, ça a au moins stimulé mon attention. Ça m'a révolté pour que je puisse quand même arriver à contribuer positivement sur le développement de mon coin. Voilà. Vous le répétez, vraiment, les contextes économiques un peu dégradants dans lesquels vous avez évolué et surtout grandi. Vous voulez dire quoi? Que vous êtes issu d'une famille pauvre? Évidemment, oui. Ma famille ne pourrait pas être comptée parmi les familles nantis. C'est une famille, pas de mini, mais qui n'avait pas beaucoup trop d'équilibre social et qu'il fallait un peu booster pour qu'on fasse ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, vos études primaires, secondaires et universitaires, vous les avez faites où? Toujours au Maïndombe à Inongo? Toujours à Inongo. Donc, j'ai fait mes études primaires à l'épée Nongiboko, une école catholique. J'ai fait les secondaires au lycée Bondeko, aussi une école catholique. Et puis, mon premier cycle... Où vous avez été même commandant. Voilà. Mon premier cycle... Il semble que vous avez martyrisé beaucoup d'élèves. Vous étiez un peu un commandant dur à l'époque. Bon, dire c'est trop dur, mais je suis beaucoup plus rigoureux. J'aime le respect des principes. Quand le principe est établi, je n'aime pas qu'on casse, je n'aime pas qu'on dissipe. Voilà. Et c'est comme ça que certains, ceux qui pouvaient se dire martyrisés, ce sont des gens sans doute qui ne marchaient pas selon les principes établis par l'école. Parce que moi, je n'étais que pour faire respecter le principe éducatif qu'impose l'école. Voilà. Surtout, ceux qui ont respecté, ce sont ceux-là, aujourd'hui, qui ont aussi de bons témoignages pour nous, parce que moi-même, je suis un bon témoignage par rapport au respect des principes éducatifs de mon école. Le premier cycle supérieur universitaire, je l'ai fait à l'ISP Inongo, au département d'anglais. Voilà pourquoi j'étais obligé
pour le deuxième cycle et devenir licencié et assistant comme je le suis aujourd'hui, il fallait venir à Kinshasa et je l'ai fait à l'ISP Gombe ici. Est-ce que c'est à cette même période de vos études que vous avez pratiqué la photographie ou c'était un peu plus tard? Oui, j'étais étudiant photographe. En même temps? Oui. C'est-à-dire que c'est là où j'exhorte beaucoup trop de jeunes, évidemment. C'est comme on dit en anglais, quand on est étudiant, il faut vivre la symbiose éducative et entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'avoir un étudiant ne peut pas avoir les deux pieds à l'école. C'est-à-dire, comme on dit en anglais, one leg on school, one leg on business. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là tout le temps à l'école ou à l'institut ou à l'université. Mais il faut avoir du temps. Mais il y a des parents qui disent que non, il faut être focus sur les études. Bien sûr, déjà, un universitaire, c'est un adulte. Il n'est plus quelqu'un qui doit scrupuleusement vivre, vivre à la dépendance des parents parce que c'est quelqu'un qu'on prépare à quitter la responsabilité des parents. Donc, il doit déjà vivre cet exercice-là, comme moi, je le faisais, tout en étant étudiant. J'étais photographe. C'était le début de mon entrepreneuriat parce que vous allez voir que j'étais étudiant. J'ai fini mon premier cycle et puis j'ai travaillé tout en étant étudiant. Et puis j'ai poursuivi le deuxième cycle tout en étant étudiant. Tout en étant photographe. C'est comme ça que c'est au retour qu'il y a eu beaucoup trop de responsabilités. Et puis, bon, certaines réalités du terrain n'ont plus permis à ce que je puisse maintenir les services photographiques. Et puis voilà, j'ai essayé de créer d'autres activités. Ce qui fait que déjà en 2009, j'avais créé un espace comme ça, un studio photo, à Inongo, reconnu toujours au nom de Bonsissa, où j'ai modernisé les photos parce qu'il faut voir qu'en 2009, on utilisait les photos avec des films, les films de Tidor, le Fiji et tout ça. Et en 2010, je me suis dit, mais non, il faut révolter et quitter les films pour ramener les photos numériques. Comme vous voyez, les Nikon et tout ça, les Canon digitales. Déjà, on les utilisait en ce moment-là, en 2010-11. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les mains d'hommes, plus précisément à Inongo, si on doit parler de l'histoire moderne de la photographie, on voit, nous, comment nous avons amené vraiment la modernisation sur le plan photographique. Non, vous étiez parmi les meilleurs du coin. Exactement. Donc, vous êtes dans l'histoire de la photographie à Inongo et Surtout. Et qui vous a inspiré à devenir photographe à l'époque? Bon, c'était, comme je vous avais dit, que j'avais des ambitions de devenir journaliste. Mais comme les moyens ne me facilitaient pas et qu'il n'y avait pas cette filière sur place à Inongo, j'étais obligé de suivre un photographe célèbre à l'époque, Néné Lombelo, paix à son âme, qui m'a encadré dans la photographie. Et puis, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire parce que j'ai trouvé que c'était un gagne-pain pour moi. Tout en étant étudiant, ça me facilitait beaucoup trop de choses. C'est comme ça que j'ai rendu ça réellement d'un métier après les études. Voilà. Mais à l'époque, déjà, pour commencer la photographie, nous avons appris qu'il fallait emprunter les appareils. Vous n'avez pas commencé avec votre propre appareil photo. Donc, quelqu'un vous a aidé ou vous louez les appareils ou l'appareil photographique à l'époque? Déjà en 2006-2007, on louait les appareils. Et en 2007-2008, qu'on a eu à s'acheter les appareils. Et en 2009, on a eu à s'imposer. C'est-à-dire qu'on louait les appareils. Là, c'était les appareils amateurs. Les appareils amateurs qui ne supportaient même pas des lumières solaires. Vous ne savez pas comment éliminer les contre-jours, les lumières solaires et tout. C'était pratiquement difficile et que beaucoup de photographes à l'époque, on les appelait des aventuriers. Hein. C'était des farceurs, des gens sur qui il ne fallait vraiment pas compter parce que des fois, les photos apparaissent bien. Il y en a. Et moi, à mes qualités, je me disais, mais non, moi, on ne peut pas m'appeler aventurier. C'est qu'il faut faire des choses différemment. C'est ce qui m'a poussé, évidemment, à entrer dans le monde professionnel des photos, bien que des photos, toujours avec les films. Donc, je suis allé acheter des appareils professionnels. Et du professionnel des films, je suis allé vers les professionnels digitales, comme on appelle aujourd'hui les photos numériques. Voilà. Exactement. Et après, vous êtes devenu enseignant? Oui, évidemment, parce que j'étais étudiant en anglais. Bien sûr, selon les coins, hein, on me jugeait d'un étudiant brillant et que je ne pouvais qu'aider. J'étais engagé à l'ISP comme chargé de pratique professionnelle pour aider les étudiants du département d'anglais de pouvoir
bien faire le métier d'enseignant. Mais à côté, j'étais déjà un photographe renommé et j'organisais, j'ai couvert les événements et tout. On peut dire, vous partez d'un photographe, après enseignant, ensuite entrepreneur, transporteur, en mettant en place une agence de voyage. Exactement. D'abord, étudiant photographe. Étudiant photographe. Et puis enseignant photographe. Ok. Et finalement... vous avez continué à être photographe en étant enseignant. Tout en étant enseignant, oui. Voilà. Okay. Je faisais des photos. Quand il faut enseigner, je vais enseigner. Quand je finis, je vais faire ma photo. Parce qu'évidemment, c'est aussi un métier noble pour moi. Okay. Je l'aimais tellement et que je ne pouvais pas laisser. Et surtout que j'avais d'autres ambitions derrière ça. Je suis parti de la photographie vers d'autres métiers et devenir transporteur, devenir partenaire de certaines d'autres structures évidemment économiques. Et s'il faut le dire, je suis allé dans un parcours où chaque année, il fallait innover. Parce que, comme on dit, la science est évolutive, le monde évolue. Il ne fallait pas rester statique en train de faire la même chose. Parce que quand on a quitté les photos avec des films, on devrait utiliser les appareils numériques. Ça s'imposait parce qu'il fallait faire des impressions instantanées, les impressions directes. Et il fallait le faire. Et au-delà, il fallait importer et les imprimantes et les papiers et tout de Kinshasa vers l'intérieur. D'où il y avait nécessité déjà en 2012 de pouvoir installer une boutique de papeterie où nous avons les matériels photographiques et informatiques parce que j'avais aussi informatisé la photographie. Et donc, on faisait presque l'infographie en ce moment-là. Et à la suite, nous étions obligés d'être à la fois fournisseurs pour les amis qui avaient emboîté les pas. Il faut fournir les matériels photographiques et tout. Et en 2013, la photographie étant informatisée, il fallait aussi implanter une bureautique. Donc là, on faisait la photo, il y avait aussi une bureautique à côté. Dans la vision, ça grandissait du jour au jour. Exactement. C'est par rapport à l'observation, comme j'avais dit, on observait notre environnement, on cherchait à répondre à tous les besoins qui semblaient indispensables à l'époque. Et en 2014, 13-14, comme on a informatisé la photo, on avait déjà une bureautique, c'est qu'on avait le pouvoir on avait exactement besoin de l'énergie. Donc l'électricité semblait indispensable chez nous. Pas seulement nous et l'environnement. C'est pourquoi on avait créé un service de vente d'électricité. C'est qu'on alimentait maintenant les quartiers commerciaux avec notre électricité à nous. Et à la suite, en 2014, 15, 16, on s'est dit, voilà, il fallait maintenant, pour le transfert de fonds, comme ça posait problème, nous avons maintenant enjambé vers l'usage de la téléphonie mobile avec le mobile money, le M-Pesa, Orange Money. Et à la suite, comme il s'observait les besoins, nous avons en 2017 arraché un partenariat comme distributeur agréé de Canal+, parce que là, à l'époque, à Inongo, tout ce qui était de la télécommunication, des images et des Canal+, il faut que ça vienne de Kinshasa. Nous avons arraché le contrat pour qu'on impose une boutique Canal+, évidemment qui existe jusqu'aujourd'hui, à Inongo pour faciliter la consommation de la communication. Donc vous avez été la première personne à amener justement une boutique Canal+ à Inongo. La première personne. Donc avant nous, il n'existait pas Canal+. Il fallait acheter Canal+ seulement. Il faut acheter à Kinshasa. Okay. Avec beaucoup de caprices possibles. Donc il y avait même des gens qui se lamentaient qu'on leur consommait de l'argent. Par exemple, les kits complets, même pendant la promotion, Inongo ne vivait pas la promotion. À chaque temps, pendant les rentrées scolaires, les fins d'année et tout, Kinshasa, Canal+ lance partout la promotion, mais Inongo ne bénéficiait pas de cette promotion parce qu'il faut envoyer l'argent à Kinshasa. Celui qui est à Kinshasa vous dit le taux normal, alors que lui va acheter au prix promotionnel. Ça nous a révolté. On a dit ramener la boutique Canal+ à Inongo et puis c'est ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui. Quand il y a promotion des Canal+ partout en République démocratique du Congo, Inongo, à travers nous, bénéficie de cette promotion-là sans faille. Et c'est comme ça que les transports de nos matériels, les fournitures bureaux, comme on avait déjà une boutique de papeterie, on avait aussi le devoir de ramener le matériel Canal+ chez nous. Il s'imposait maintenant
il se posait maintenant les problèmes de transport. Les baleinières faisaient 2 semaines de chargement, 1 mois de chargement à Kinshasa, 2 semaines de parcours pour arriver à Inongo, bien que c'est la province voisine de Kinshasa, mais il faut faire 1 mois, il faut faire 2 semaines pour arriver à Inongo. Donc, ça créait des retards et tout. Et nous avons aussi observé, s'il faut venir à Kinshasa, les voyages par baleinière étaient dans des conditions presque inhumaines. Donc, en quelque sorte, pour ne pas vous interrompre et vous laisser continuer, donc vous avez remarqué le besoin en servant la population. Exactement. Jour après jour. Jour après jour. Il y avait des besoins qui se présentaient. Voilà. Et vous avez voulu répondre à ces besoins-là, être la solution à ces besoins. Nous étions au chevet pour répondre aux besoins de notre société. C'est comme j'avais dit, nous, on observe l'environnement. Quel est notre environnement? Qu'est-ce dont on a besoin? Il faut les ramener. C'est comme ça qu'en 2017, quand on a ramené Canal+, en 2018, on a observé les besoins des transports qui n'étaient pas vraiment favorables, qui ne créaient pas un flux économique chez nous. En 2019, on va se lancer dans le domaine des transports. Évidemment, comme les autres, on a créé des baleinières, mais un peu plus modernisées parce que dans nos baleinières, traditionnellement, il n'y avait pas de sièges. Nous, on a créé des baleinières avec des sièges. Il n'y avait pas d'électricité dans les baleinières. Nous avons installé donc d'électricité dans nos baleinières. Il n'y avait pas de distraction. Nous avons mis des postes de télévision dans des baleinières pour que les passagers en plein voyage puissent quand même avoir une distraction pour ne pas être agacés, évidemment, ni au moins encore, comme on dit, en anglais on dit boring, bon, en français ça m'échappe. Donc c'est ça. Donc, durant le voyage, justement, durant le voyage, trajet, il faut quand même, voilà. Voilà, et la distraction. La distraction. Et c'est comme ça que c'était d'abord pour la traversée localement. Et en 2020, en décembre 2020, on a lancé le transport quasi semi-moderne Kinshasa-Inongo, où nous avons réduit sensiblement la distance. Là où les gens faisaient en descente 2 semaines, 10 jours, 2 semaines pour arriver à Kinshasa, nous on faisait 2 jours, 3 jours, on arrive à Kinshasa. Et en montée, quand il faut faire 2 semaines, 1 mois, nous on fait 3 jours, 4 jours, vous êtes à Inongo. Un exploit. Un exploit, parce que beaucoup de gens d'ailleurs ne croyaient pas à ça. Je sais même certains anciens navigants qui disaient Petit Otieni, qu'est-ce que tu as utilisé? J'ai dit non, mais c'est une technique que nous avons mise en place. Et qui a marché. Qui a marché. Et aujourd'hui, quand on a répondu à ces besoins, en tout cas, on s'est senti dans l'obligation de créer des agences de transport. Les agences de transport dans les Maïndombe, précisément à Inongo, n'étaient qu'aériennes. Les fluviales ou routiers n'existaient presque pas. Mais nous, il y avait des embarcations quand même. Il y avait des embarcations, c'est-à-dire qu'il y avait des embarcations avec les armateurs presque indépendants, les armateurs qui font le tour partout. Mais nous, on a quand même créé un système où quelqu'un peut ne pas voyager, mais arrive à envoyer les colis de part et d'autre et passer des commandes. Donc, il n'y avait pas de la structuration, il n'y avait pas de l'ordre. Il n'y avait pas de l'ordre, voilà. On veut s'embarquer, on vient juste avec son colis, on le met, et puis voilà, il n'y avait pas vraiment d'agence. Alors, nous allons y revenir. On va mettre un petit break là-dessus, mais nous allons y revenir quand même. Mais après, vos études et votre besoin d'entreprendre, vous êtes entré déjà dedans et vous êtes marié, parent aujourd'hui. Oui, je suis parent, déjà marié, bien sûr. Mais je voulais ajouter parce que je ne voulais pas seulement parler de moi, mais je voulais parler de notre société. Parce que je me suis déjà fait comprendre, beaucoup de gens en m'écoutant, ils me connaissent. Je voulais parler de la société pour ramener les jeunes à se révolter, ramener les jeunes à donner des solutions aux problèmes. Quand on est devenu transporteur, on a compris que nous avions des gens qui voyageaient pour des problèmes de salaire. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte, par exemple, Nyoki, qui doit aller à Inongo, ou quelqu'un quitter l'intérieur de Inongo pour venir à Inongo et toucher à son salaire. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de banque commerciale. Parce que même moi, là, il n'y a aucune fois j'ai reçu un financement, ni moins encore un crédit de la banque. Parce que toutefois, dans les Maïndombe, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de banque commerciale. Dans toute la province de Maïndombe, il n'y a pas de banque commerciale. Voilà combien de fois les opérateurs économiques... Bon, les raisons sont beaucoup plus économiques et techniques que les banques. Les experts des banques peuvent répondre, mais du coup, nous aussi, on a fait des petites observations. Est-ce que ces experts-là ont-ils fait déjà des constats sur place? Ils ont mené des études pour voir si la province du Maïndombe mérite-t-elle d'avoir ou pas
au minimum une banque? Bon, en fait, j'ai appris qu'il y a eu des experts qui sont allés à plusieurs reprises, des experts de différentes banques que je ne sais pas citer ici, mais apparemment, il y a toujours un silence. Ils ne reviennent jamais après les études. Sans doute que les études ne donnent pas des résultats fameux. Mais alors, nous étant du coin, nous cherchons d'une manière ou d'une autre à pouvoir donner des solutions aux problèmes. Parce que les gens se déplacent. Il y a beaucoup trop de problèmes. Les opérateurs économiques se déplacent avec leurs fonds. En cas de problème, tout est parti. Et c'est comme ça que, pour faciliter les paiements des agents fonctionnaires de l'État, pour faciliter les épargnes des opérateurs économiques et les retraits et les dépôts de fonds, nous avons pu arracher les partenariats d'une banque commerciale pour faciliter. Donc aujourd'hui, notre entreprise est aussi agent bancaire. Nous facilitons les dépôts de fonds pour le compte de l'Ecobank, les dépôts de fonds, les ouvertures de comptes et les retraits de fonds sur place à Inongo. Je voulais même vous dire que depuis que le Mindumba existait, c'est pour la première fois qu'une banque commerciale comme Ecobank ait ouvert les comptes à travers nous, les comptes salaires des agents et fonctionnaires de l'État, sur place, en province, et que la banque crédite les agents, et ces agents-là touchent de l'argent, et en province, et partout en République démocratique du Congo. C'est vraiment un exploit, et je suis souvent fier quand je vois que je suis en train de contribuer très positivement au développement de ma contrée. Donc, je ne suis pas seulement consommateur de mon environnement, mais mon environnement me consomme aussi, c'est que je suis dans le bon. Alors, quelle perception avez-vous de l'entrepreneuriat? Oui, l'entrepreneuriat, la perception de l'entrepreneuriat, je voulais dire que c'est un métier noble, comme je le dis, et que je n'aime pas être seul. J'aime que je vois les gens entreprendre, surtout les jeunes, parce que les vieux ont déjà eu à faire quelque chose. Mais les jeunes, ce sont des gens qui se débrouillent, les gens qui n'ont presque pas une direction, qui se posent des questions, quelle direction prendre et partout. Je me dis souvent que c'est... Et ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie, voilà. Parce que, évidemment, l'entrepreneur demande aussi une certaine concentration, une certaine énergie et tout. Le courage, l'abnégation. Et le courage, voilà. Et l'assiduité. C'est comme ça que ces jeunes-là, j'ai toujours demandé aux jeunes de pouvoir entreprendre. Parce que c'est à la fois libéral et à la fois socle du développement. Donc, moi, évidemment, je ne dirais pas que je suis ce que j'étais en 2019. Moi, encore avant, comme j'étais encore élève. Pardon, en 2009, quand j'ai commencé de manière beaucoup plus professionnelle la photographie. Un peu plus avant aussi. Je ne suis pas la même personne. Donc, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Je ne suis pas en train de refuser mon métier d'enseignant, mais je vous dis que je suis des fois un peu lassé de former les chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème d'éducation au Congo où le gouvernement congolais, en réalité, doit revoir le système éducatif congolais pour éviter de former les chômeurs. Moi, déjà, bien qu'enseignant, bien qu'assistant, j'enseigne au niveau supérieur, mais je me lasse de former les chômeurs. Mais je pense qu'avec l'entrepreneuriat, il n'y a pas de chômage. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et je pense que j'ai essayé de faciliter et encadrer beaucoup de jeunes. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est au moins ça, ma vision, pour qu'il y ait un essor économique. Parce que j'entends parler souvent de développement et les gens ignorent qu'on ne sait jamais parler du développement sans économie. Et quand il faut parler de l'économie, c'est qu'il faut voir les opérateurs économiques. Quand on parle de l'économie, on ne doit pas seulement voir les ministères de l'économie. Non, ça c'est un régulateur. Mais l'existence même de l'économie dépend des opérateurs économiques. Raison pour laquelle, vous voyez, nous avons toujours des problèmes économiques parce que nous-mêmes, les Congolais, nous ne faisons pas attention à l'économie, mais c'est plutôt les expatriés qui font attention à l'économie. Raison pour laquelle une grande partie de l'économie congolaise est détenue par les expatriés. Nous-mêmes, nous ne faisons presque pas attention. Il y a certains qui vous diront que peut-être l'État aussi ne favorise pas les natifs, donc les Congolais, avec un espace, un environnement économique un peu morose. Oui, l'État congolais a sa part de responsabilité, mais ça commence par nous. C'est-à-dire qu'il existe des opérateurs économiques. Bien que le climat des affaires pose problème, parce qu'il faut se le dire, le climat des affaires au Congo pose problème. L'opérateur économique congolais est coincé par beaucoup trop de choses, notamment les taxes. Oui. Mais un opérateur économique aussi ne doit pas oublier la notion fiscale parce que
on ne sait jamais entreprendre sans avoir une idée sur la fisc. Parce que ça va de pair. Vous avez besoin de l'accompagnement du pouvoir congolais, mais il faut aussi contribuer. C'est ça la fiscalité. Mais en réalité, nous devons d'abord nous y mettre. Il faut se mettre... Pour entreprendre, il faut penser à la fiscalité. Oui. En tout cas, il n'y a pas un opérateur économique qui puisse penser à entreprendre seulement sans penser à la fiscalité, parce que là, il y a des impôts et taxes. L'État vous impose. Donc, nous sommes consommateurs, comme je viens de dire, nous sommes consommateurs de l'environnement congolais, mais nous devons aussi penser à contribuer. Et la contribution d'un opérateur économique, ce sont des impôts et taxes. Donc, nous sommes obligés d'avoir beaucoup d'opérateurs économiques, et pas n'importe lesquels, des opérateurs économiques de grande envergure qui puissent en réalité contribuer positivement à l'économie de notre pays. Et là, c'est les socles du développement. Parce que moi, je me dis... Donc, le gouvernement doit vous accompagner. Le gouvernement a au moins une très grande partie des responsabilités. C'est l'accompagnement de l'opérateur économique congolais. Mais justement, il le fait d'ailleurs avec, on a les ministères, par exemple, de l'entrepreneuriat, en fait, de PME, petites et moyennes entreprises, très souvent. Donc, il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens-là. Oui, les initiatives sont prises. Ça, on ne peut pas ignorer. Mais est-ce que ça tient compte des réalités du pays? Parce qu'apparemment, toutes les initiatives prises pour booster l'entrepreneuriat congolais restent au niveau du média. Ça n'a pas d'effet sur le terrain. C'est pour dire qu'on ne doit pas seulement médiatiser, on ne doit pas seulement projeter, médiatiser l'entrepreneuriat, mais on doit le vivre pratiquement. C'est que l'État congolais, à travers, parce que j'ai vu même l'ANADEC, l'ANADEC existe, il essaye d'encadrer les opérateurs économiques, mais ce n'est pas à la hauteur. Parce que je vous dis vrai, l'opérateur économique congolais a du mal à accéder au crédit. Ça, c'est d'abord dans de grandes villes. Mais à combien plus forte raison dans l'arrière-pays? Or, le développement doit être intégral. On ne doit pas seulement parler du développement de grandes villes, il faut aussi parler du développement dans l'arrière-pays. Alors que dans l'arrière-pays, comme je viens de vous dire, il n'y a aucune banque commerciale dans la province de Maïndombe. Mais à combien mais alors, comment auriez-vous accès au crédit? Voilà. Moi-même, je peux même vous faire rire. Ouais. Autant de fois, j'ai introduit des demandes de crédit dans des banques commerciales à Kinshasa. On me répond souvent, vous n'êtes pas favorable parce que votre siège est en province et que nous n'avons pas vraiment la même mise sur vos activités et on ne sait pas vous servir. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Mais s'il y a des agences... des banques commerciales en province, je pense que ça pourrait. Même l'État congolais, à travers les initiatives de l'entrepreneuriat, les soutiens des entrepreneurs, s'il faut le faire, ceux qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'il va faire parvenir le fonds à ces opérateurs économiques, dès lors qu'il n'y a pas de banque commerciale? Voilà, l'État congolais a une très grande partie des responsabilités, et ce qui fait que l'État congolais aussi a une très grande partie de l'économie qui l'échappe dans le fisc. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à maximiser. Parce que, voyez par exemple la province de Maïndombe qui n'a pas de banques. Comment pensez-vous que la perception des taxes et impôts est faite? Voilà. La perception des taxes et impôts, c'est fait, mais de la main. Est-ce que la main qui perçoit fait arriver à la caisse du trésor? Donc, il y a beaucoup trop de choses. La somme payée, donc c'est compliqué. Voilà, ce qui fait que il y a beaucoup trop de responsabilités de la part du gouvernement congolais, mais en réalité, les opérateurs économiques doivent déjà se mettre pour que nous puissions booster l'économie de notre pays. Alors, Serge Richard Bonsissa, à quel moment peut-on commencer à entreprendre? C'est au moment où on constate les besoins sociaux. Sans moyen? Oui. D'abord les besoins. Parce que tout part de l'idée. L'idée doit venir de l'observation. Il faut observer. Donc, moi, je dis souvent que tous les jeunes, de partout où ils sont, ils doivent commencer à observer les besoins sociaux, commencer par leur parcelle. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin social chez nous? Qu'est-ce dont les gens ont besoin chez nous? Ramenez-le. C'est ça le début de l'entrepreneuriat. Parce qu'on peut te donner de l'argent, mais si tu n'as rien observé, tu risques d'amener ce dont les gens n'ont pas besoin. Et ce sera compliqué et vous n'allez pas évoluer. Vous voyez, l'entrepreneuriat commence par l'observation des besoins sociaux. L'argent vient après. Alors, il faut donc là penser dans l'optique, tel que vous l'avez dit, dans l'approche de la création d'emplois pour le jeune,
non être des demandeurs d'emploi. Oui, mais évidemment, vous savez, comme je viens de dire, moi je suis éducateur. Oui. Ils sont chômeurs, pourquoi? Parce que on les forme théoriquement, on ne les forme pas pratiquement. C'est le système éducatif congolais qui fait défaut. C'est le système éducatif congolais qui fait défaut. Je pense que si vous avez même observé mon statut sur WhatsApp, j'ai parlé de quelque chose là. On se plaint pourquoi au niveau international et au niveau national, les Noirs n'occupent que les basses classes. J'ai dit non, mais c'est un problème qui part du mental. C'est de la manière dont on nous éduque. On nous éduque à servir. On nous éduque pas à créer. Voyez? Donc, nous aussi. Voyez, par exemple, aujourd'hui, moi, je me dis, si j'étais le ministre, que ce soit provincial ou non, bon, c'est la responsabilité du ministère national, j'éliminerais déjà les options des langues et les options sociales. Parce que quand Elles ne servent à rien, selon vous. Ils ne servent à rien. Un diplômé, que servirait un diplômé en latin philo au Congo par rapport à un diplômé en menuiserie? Que servirait un diplômé en biologie-chimie qui n'a jamais été dans un laboratoire? Ou en mathématiques, par exemple? Non, la mathématique, c'est une bonne science, évidemment. C'est une bonne science. La vie, c'est la mathématique et la physique. Ah bon? Oui, ça, peut-être, ça peut faire objet d'une autre émission. Mais comprenez que la vie... Mais les jeunes qui apprennent les mathématiques disent qu'il y a trop de théories là et ils ne sentent pas ça dans leur vie de tous les jours. C'est la façon dont la matière est transmise. Les cosinus, les tangentes et tout ça, on laisse la mathématique, on laisse la mathématique toutes ces théories dans la vie, oui. Alors que la mathématique est concrète. Okay. La mathématique est concrète, la physique est concrète. Donc, je pense que même avant qu'on puisse dire, on puisse commencer ici, il y a eu calcul de son. C'est déjà la mathématique, ça c'est le concret. Okay. Donc, on doit éviter de laisser la mathématique dans la théorie. On doit ramener ça dans la vie concrète. La mathématique, c'est vraiment une bonne science. C'est plutôt des sciences et des littératures, donc des langues. Donc, les sciences des langues, on n'en a pas vraiment besoin. On a besoin des sciences techniques aujourd'hui. Parce que le 21e siècle est caractérisé par un développement technologique. Et c'est la technologie qui gère le monde. Et si on veut être développé, ça doit partir de la technologie et de l'économie. Or, pour développer la technologie, c'est l'économie qui doit porter secours et qui doit renforcer. Aujourd'hui, Richard Bonsi, ça a combien d'entreprises? J'ai une seule entreprise, c'est l'entreprise Bonsissa, mais qui a beaucoup d'établissements dedans. C'est-à-dire que nous avons des services, par exemple, de transport qui est là, des services de panification, c'est des services d'alimentation qui est à panification. Avec le pain Bonsissa. Oui, pain Bonsissa à Inongo, où on a, je reprends, il y a les services de transport avec Bonsissa Travel qui desservit la population de Inongo et de Kinshasa. Et nous avons les services d'alimentation, où nous avons la panification et les ventes de vivres. Nous avons le service de télécommunications, où j'ai parlé de la boutique Canal Plus et tout. Et nous avons aussi les services financiers, c'est-à-dire nous sommes partenaires d'une banque commerciale. Je sais que bientôt, là, on aura arraché les partenaires d'autres banques commerciales aussi. Et c'est pour faciliter le flux monétaire. Et j'allais même ignorer, dans les télécommunications, nous sommes aussi une entreprise qui facilite la connexion Internet localement, surtout dans les centres commerciaux à Inongo, la connexion via le Wi-Fi. Parce qu'il arrive des moments où la connexion pose problème, mais avec le Wi-Fi que nous fournissons, en tout cas, les gens sont servis. Voilà un peu de différents services que nous avons et différents. Une seule entreprise avec beaucoup de secteurs, des domaines. Exactement. Alors, avez-vous des souvenirs, bons ou mauvais, depuis que vous avez commencé vos affaires? Oui. Les bons souvenirs, c'est que nous avons, nous contribuons au développement local et nous aidons aussi à l'emploi. Donc, nous contribuons à l'emploi parce que notre entreprise engage jusqu'à des licenciés. Vous voyez? Parce que moi-même, je suis licencié, je suis agent dans mon entreprise. Il y en a aussi d'autres. C'est que nous sommes en train de contribuer positivement à l'emploi. Et avec tous les services que vous avez dans votre entreprise, sans doute, vous avez une centaine de
d'agents aujourd'hui. Pas une centaine, mais Ok. il y a quand même un nombre considérable de gens, surtout les gens les journaliers, où il y a des jeunes qui sont les jeunes, les désœuvrés, qui sont encadrés. J'ai rendu certains jeunes qui ne savaient rien, qui n'avaient pas de diplôme, qui aujourd'hui deviennent des techniciens en panification. Ok. Donc, ils viennent chez nous, donc ils apprennent aussi et ils prestent aussi. Et puis, à une durée bien déterminée, ils rentrent tout. Voilà. C'est que déjà localement, nous avons une main-d'œuvre considérable parce que vous allez voir, quand on a ramené la boulangerie à Inongo, nous étions obligés de prendre les techniciens à Kinshasa pour les ramener en province. Mais Vous avez aujourd'hui, aussi les personnels à Kinshasa à Kinshasa, qui gèrent évidemment. les agences qui sont ici. Exactement. Donc, vous voyez, on a quand même aidé la jeunesse d'une manière ou d'une autre. Et les mauvais souvenirs, c'est que l'isolement. Nous sommes isolés. C'est-à-dire Mais c'est comme on vient de dire, on a beaucoup d'ambition, mais il n'y a pas d'accompagnement. Or, l'accompagnement doit commencer par les bénéficiaires de notre fisc, parce que nous contribuons. Dans tout ce que nous faisons, nous payons la SONAS, nous payons l'impôt, nous payons les taxes. Donc, il y a beaucoup trop de choses. Nous contribuons à l'économie nationale, mais le gouvernement congolais, évidemment, nous isole. Donc, on n'a jamais été bénéficiaire d'un accompagnement gouvernemental dans tout ce que nous faisons comme entrepreneuriat. Voilà un peu les mauvais souvenirs. Évidemment, aussi, nous avons connu d'accidents. On connaît des accidents, surtout pour le monde des transports, et parce qu'on a beaucoup trop de choses dans le monde des transports congolais. Le ministère des Transports au Congo a du pain sur la planche, surtout dans les domaines fluviaux. Parce que ce n'est pas seulement dans les Maindo, mais où il y a des accidents, des noyades, des naufrages et tout. Mais il y a aussi partout. Il y a partout parce que il y a beaucoup trop de choses qui relèvent de la responsabilité du ministère des Transports. les transports. Donc, moi, je parle d'abord du balisage. Les Maindombe, il n'y a aucun cours d'eau maindombien qui a des balisages. Où on va et on trouve les signaux routiers. Il n'y en a pas. Mais comment vous naviguez? Mais nous naviguons par expérience. Les gens qui sont passés Mais par plusieurs fois. miracle, là. Oui, donc nous naviguons par expérience pendant la crue. Mais quelle expérience là, vous vous exposez aussi quelque part? Mais c'est comme ça qu'on connaît les accidents. On ne sait pas qu'il y a des rochers ici, on ne sait pas qu'il y a des savanes ici, et ainsi de suite. Donc voilà un peu les problèmes, l'isolement, c'est-à-dire que le gouvernement congolais a une grande partie des responsabilités qu'il doit assumer pour que nous puissions vraiment vivre l'essor économique dans notre entreprise. Mais justement, comme vous l'avez dit, l'un des mauvais souvenirs, ce sont les accidents que vous enregistrez. Oui. Est-ce que vous vous en sortez? En fait, les gouvernements provinciaux ou national s'occupent de vous en cas d'accident? Qu'est-ce qui se passe après lorsque vous perdez une baleinière, une embarcation, c'est pas avec beaucoup de marchandises? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Bon, il y a un problème il y a un souci dans le sens où socialement, les gouvernements ne nous assistent pas. Parce qu'on vient même de contribuer, on vient même de connaître un accident en amont de Kwamout là. En tout cas, nous étions obligés de tout assumer. Et avec les assurances que nous payons, apparemment, il n'y a toujours pas d'équilibre si ce que vous payez et ce que la société d'assurance vous vient en aide. Au-delà même des assurances, mais il y a aussi les taxes que vous payez. Mais les taxes qu'on paye, Ouais. ça, Mais après, ça, on paye. pendant les accidents, vous n'êtes pas pris en charge, Et on rien. ne pense pas à vous. Rien. J'ai vu une fois, on a connu d'accident au lac, et le gouvernement Ritabo là, a contribué pour que nous puissions rapatrier donc, les sinistrés. Ok. Mais en réalité, au-delà de ça, sur le plan économique, il n'y a aucun soutien. Et les autres accidents qu'on a connus, peut-être par mauvais temps, par la mauvaise route, comme j'ai dit, il n'y a pas de balisage, vous cognez des rochers et tout, mais finalement, nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous considérer comme précurseur de la modernisation du transport fluvial à Inongo? Exactement, parce que... Pour ne pas parler de toute la province. Non, parlons d'abord de la province de Maïndom, mais je sais qu'il y a d'autres provinces aussi ont emboîté les pas, mais dans les Maïndom, je suis comme tu dis là, parce que ce que nous avons amené comme innovation dans les transports a engendré d'autres agences de transport. Aujourd'hui, les domaines de transport à Inongo connaissent un essor grâce à notre révolte et modernisation des transports que nous avons amené depuis 2019. Et comment percevez-vous cette concurrence
de ceux qui sont venus après vous? Oui, la concurrence, il faut la vivre parce qu'en réalité, le monde commercial, c'est un monde de concurrence. Mais ça doit être loyal. Le mal, c'est que chez nous, dans les Maïndombe, l'État, les services économiques, le ministère de l'économie ne tient pas compte, évidemment, de ce qui se passe sur le terrain. Il y a vraiment une concurrence déloyale. C'est comme ça que vous voyez, si on fait une évaluation, beaucoup d'opérateurs économiques, les transporteurs n'évoluent pas. Beaucoup n'évoluent pas parce qu'ils se lancent dans la concurrence déloyale et on ne sait pas évoluer. Sinon, le transport, c'est aussi un secteur qui renforce le tourisme, évidemment, et ça renforce aussi l'économie sociale. Mais maintenant, en tant que, justement, agent bancaire, c'est vous qui payez les agents et fonctionnaires de l'État dans le Maïndombe? Oui, les agents et fonctionnaires de l'État qui sont pris en charge par Ecobank sont payés par nous. OK, et comment ça se passe? Oui, ça se passe quand le pouvoir, parce que c'est les gouvernements congolais qui payent. Quand le gouvernement congolais met à la disposition des banques commerciales les fonds pour payer, et les fonds, nous la recevons à travers la banque centrale à Inongo, et puis nous nous dépêchons. Donc, nous nous dépêchons pour rapprocher les agents fonctionnaires de l'État les plus lointains. Et nous avons la partie nord où on va à Kiri, et la partie sud, on va à Koutou, précisément à Nyoki. Mais il se pose toujours des problèmes parce qu'il y a encore des agents de l'État qui viennent de très loin. De très loin. Mais on est obligé de voir comment. Mais le problème, c'est aussi parce que la loi aussi essaye d'imposer sans tenir compte des réalités géographiques de certains coins du pays. Parce que les Maïndombe, je vous dis, vous arrivez à Kiri, mais vous devez attendre ou approcher encore quelqu'un qui vient de plus de 300 km pour toucher à son salaire. Quelqu'un dont le salaire est de 200 et quelques mille, une centaine de dollars, mais qui doit dépenser pour arriver là où il doit toucher à son salaire, plus que son salaire. Donc, voyez un peu, il y a toujours des problèmes à ce niveau-là, mais quand même, on essaye de s'y gérer à la banque pour que ça remonte aussi au gouvernement congolais. Mais nous essayons aussi, à notre niveau, de disposer des moyens logistiques pour que nous puissions faciliter réellement la paye. Et c'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, nous sommes les premiers à bancariser, à vivre réellement la bancarisation dans la province de Maïndombe. Parce que la bancarisation étant une volonté politique qui a été mise en application depuis 2011-12, à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo, je vous jure que les Maïndombe n'a connu cette réalité qu'en 2025, plus d'une décennie après. Comment expliquer ça? Oui, parce qu'il n'y avait pas de banque commerciale et qu'il n'y avait pas facilité pour rapprocher les agents fonctionnaires de l'État et les bancariser. Donc nous, c'est depuis avril 2025 que sur place d'abord à Inongo, on a eu à identifier certains agents de l'État. Ils ont ouvert des comptes et puis ces comptes-là ont été pris en charge et crédités. Aujourd'hui, ils sont payés via leur compte bancaire. Autrement dit, la bancarisation, pendant tous ces temps, n'était que théorique pour la population de Maïndombe. Exactement. C'est nous qui implémentons et qui faisons vivre aux agents fonctionnaires de l'État dans la province de Maïndombe la réalité vraie de la bancarisation. Et pour ceux-là qui sont déjà bancarisés, il n'y a plus de retard. Dès que le gouvernement congolais dispose de l'argent aux banques commerciales au niveau de Kinshasa, ils sont crédités et ils touchent à leur salaire n'importe quand et n'importe où ils sont. Alors, mais non, est-ce que la population comprend très bien la bancarisation? C'est une nouvelle notion. C'est une nouvelle notion. Nous avons du pain sur la planche. Et ce n'est pas une mince affaire parce que je vous dis, il y a une résistance inimaginable. Mais, qu'à cela ne tienne, nous évoluons positivement parce que les gens finissent par se faire identifier et puis ils ouvrent leurs comptes et puis les comptes sont pris en charge et crédités. En parlant justement de la bancarisation, est-ce que les gens comprennent que tout peut se passer via les mobile money? Bon, c'est ça qu'on explique. C'est ça qu'on explique parce qu'il y a certaines personnes qui résistent, qui n'aiment pas ouvrir des comptes, disant qu'ils vivent dans des milieux où il n'y a pas de banque commerciale. Et certains vivent dans des milieux où il n'y a même pas une téléphonie mobile. C'est que là, il n'y a pas les réseaux de téléphonie mobile, ils n'ont pas d'accès. Nous leur disons, vous pouvez quand même vous faire identifier. Ouvrez votre compte, achetez un téléphone. Quand vous avez besoin d'argent,
sortez là où il y a connexion, même s'il n'y a pas la banque commerciale ou le guichet. Mais les banques ont quand même eu à implémenter une certaine collaboration avec la téléphonie mobile, avec le mobile money, où quelqu'un peut avoir de l'argent dans son compte bancaire et les transfert dans un numéro qui a un compte mobile money et puis retirer au shop. Donc, vous voyez déjà, ces partenariats facilitent même ceux qui se trouvent dans les milieux les plus lointains à accéder à leur salaire en temps réel. Au lieu de se déplacer. Au lieu de se déplacer, voilà. Après, il y a toujours un problème de retard récurrent de la paye. C'est vous qui bloquez l'argent une fois arrivé au niveau de votre agence, si je peux dire, ou c'est l'État peut-être qui prend le retard, prend le temps de payer les agents. Parce qu'on sent qu'au Maïnom, là, les gens se révoltent à tout moment, comme quoi il y a 2, 3, 4 mois d'arriéré de salaire. Parler du retard, c'est beaucoup trop dire, hein, parce que le temps de paye, c'est l'employeur principal, c'est le gouvernement congolais qui paye. Quand c'est en retard ou pas, en tout cas, le gouvernement congolais, à travers les médias, donne toujours des raisons et les avancées des mouvements de paye. Mais à notre niveau, nous ne connaissons pas des retards, mais ce qu'on peut connaître, c'est la lenteur. Et la lenteur est due, comme je viens de dire, à la situation géographique de notre province, où il y a des gens qui doivent parcourir. Nous-mêmes, là, nous parcourons des centaines de kilomètres pour rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État. Et il y a aussi des agents et fonctionnaires de l'État qui doivent parcourir des centaines de kilomètres. Donc là, l'argent peut être dispo, mais le bénéficiaire n'est pas encore là. Ce n'est pas un retard, mais c'est une lenteur causée par la situation géographique. Parce que je me permettrai de vous dire qu'il n'y a même pas de routes. Dans la province de Maïndom, il n'y a pas de routes. Et s'il faut emprunter la voie fluviale, il y a aussi les conditions qui sont précaires pour voyager. Donc, ce qui fait que beaucoup qui sont dans les milieux les plus lointains, les milieux les plus à l'intérieur du pays, en tout cas, ils connaissent des lenteurs pour qu'ils puissent bénéficier de leur salaire. Mais en réalité, les retards comme tels, si déjà le gouvernement paye, tout le monde est servi sans aucun problème. Voilà. Dans votre parcours, parce qu'on termine déjà notre entretien, Monsieur Serge Richard Mputu-Bonifisa, vous avez aussi embrassé la politique. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est une page tournée? Oui, c'est une page tournée. Pourquoi une page tournée? Parce que j'avais embrassé la politique sur base de la réclamation de ma population. Non, vous avez été réclamé par la population. C'est la population de la ville de Inongo qui a demandé à ce que, au vu de ce que je fais déjà moi-même, ils ont dit non, non, non. Si vous pouvez nous représenter, ce sera une très bonne chose. Mais malheureusement, elle ne vous a pas voté. Bon. Elle vous a réclamé, elle ne vous vote pas. La population, en réalité, pourrait avoir voté, mais parce qu'il faut être reconnaissant. Hein, la population pourrait avoir voté, mais les calculs, on dirait qu'il y a eu des problèmes au niveau des SEI. Nous, on était de l'UDPS. Au niveau de la province de Maïndom, on dirait que l'UDPS n'avait pas vraiment un SEI qui puisse favoriser la récupération de plusieurs postes. Alors, la perte de postes, donc le manque de l'atteinte de SEI a fait que je ne puisse pas être... le fameux problème de SEI. Oui, voilà. Donc, selon moi, j'avais observé ça. Parce que la population qui m'a demandé de postuler, vraiment, on dirait que, bien que les votes étaient un secret, mais les voix que j'avais réussi n'a pas prouvé la trahison de la population. Mais évidemment, juste après un temps, j'ai aussi compris que on dirait que la population doit comprendre que je sers bien, je lui sers très bien, tout en n'étant pas politicien. C'est que je peux ne pas être politicien, mais je continue à bien servir ma population. Tu peux lui rendre service autrement. Oui, donc on peut laisser le temps à ceux qui se sont déjà lancés, à ceux qui sont déjà dans la décision de pouvoir décider. Mais nous, de par notre capacité, notre potentiel entrepreneurial, nous pouvons bien servir la population sans aucun problème. Donc, la politique en soi, pour l'instant, nous pensons que la population doit nous comprendre et nous consommer comme elle nous consomme déjà, c'est bien. Mais on peut dire candidat député provincial, candidat vice-gouverneur, vous échouez pour les deux
élections, on peut dire ça fait partie de vos gros échecs de la vie? Bon, je ne les ai pas considérés comme des gros échecs parce que candidat député provincial, en tout cas, comme je viens de dire, les calculs essayent. Mais candidat, vice-gouverneur, l'échec part de la configuration, ok, et le plateforme. Parce qu'il faut voir. Vous n'avez reçu aucune voix, vous et votre titulaire candidat. Nous n'avons reçu aucune voix parce que les plateformes qui avaient des députés, ce sont celles-là qui ont essayé de remporter. Alors, on va terminer. Vraiment, ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir, M. Bonsinsa. Mais la réussite dans la vie passe par quoi en quelques secondes? C'est la constance et la détermination. Il faut rester constant dans votre détermination et vous allez réussir. Monsieur Serge Richard Poutou Bonsinsa, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir disponibilisé des temps pour que nous puissions nous faire entendre parce que ça part de l'intérêt de la jeunesse qui puisse en réalité être motivée par ce que nous faisons et de par ce que nous envisageons faire, nous pouvons faire avec eux. Et c'est une réussite parce que le développement, quand il est intégral, ça donne de la fierté. On ne peut pas être fier d'être développé seul et qu'à ses côtés, il y a des gens qui continuent à croupir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous, soyez donc le prochain ou la prochaine invité chez OB. À très vite.